Le 23 juin, les Britanniques se sont prononcés pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. C'est une situation inédite. Jamais jusqu'ici, aucun pays membre n'avait voulu quitter l'UE. Alors, quelles conséquences pour le projet européen et comment la France doit-elle réagir face à cette situation? Alors que le Conseil européen est largement consacré depuis 2 jours aux conséquences du Brexit. Hier, les parlementaires français, Assemblée nationale et Sénat ont débattu des suites du référendum britannique. Au Sénat, c'est Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères, qui a ouvert la discussion. Et pour lui, il y a urgence. Il faut que le Royaume-Uni active au plus vite la clause de retrait de l'Union européenne. Tout de suite donc, retour au débat d'hier après-midi. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les sénateurs, dans le cadre de l'article 50 alinéa 1 de la Constitution, j'ai l'honneur de vous présenter l'intervention que le Premier ministre est actuellement en train de faire à l'Assemblée nationale. Mesdames, Messieurs les sénateurs, le choc est historique. Pour la première fois depuis le début de la construction européenne, un peuple a décidé de quitter l'Union. On croit toujours les choses acquises, que ce qui a été fait ne peut être défait. Combien de fois avons-nous entendu parler de l'irréversibilité de la construction européenne? Les Britanniques se sont donc prononcés. Il faut respecter ce choix démocratique. Il s'impose à nous tous. Dès lors, l'alternative est simple. Soit on fait comme toujours, en évitant l'évidence, en essayant simplement de colmater les brèches, avec de petits arrangements, soit nous prenons enfin notre courage à 2 mains, et nous allons au fond des choses, nous faisons de ce choc un électrochoc. Car l'erreur historique serait de croire que ce référendum ne regarde que les Britanniques. Non, c'est de l'avenir de chacun des peuples de l'Union qu'il s'agit. Donc aussi et avant tout, celui du peuple français. C'est pourquoi le gouvernement a souhaité venir s'exprimer devant vous en plein accord avec le président de votre Assemblée. Parce que je crois profondément à l'Europe, je refuse que ce grand dessein dérive. Je refuse qu'il chavire et sombre, entraîné par le poids grandissant des populismes. Je refuse que nous cédions au fatalisme, au pessimisme. Je refuse que nous subissions. Pour cela, chacun doit s'interroger et surtout réinterroger ses certitudes, savoir se remettre en question. Je sais bien que certains diront que le résultat de ce référendum n'est pas surprenant. Après tout, le Royaume-Uni a toujours eu une relation particulière à l'Europe. Un pied dedans, un pied dehors, comme on a coutume parfois de le dire. Le vote de jeudi révèle sans doute et même certainement quelque chose de beaucoup plus profond. Ce vote montre aussi le malaise des peuples qui doutent de l'Europe, qui ne comprennent pas toujours ce qu'elle fait, ne voient pas aussi ce qu'elle leur apporte concrètement, et pour eux, l'Europe devient envahissante sur l'accessoire et absente sur l'essentiel. Pire, ils ont le sentiment qu'elle impose ses choix et joue contre ses intérêts. Pendant la campagne du référendum en Grande-Bretagne, le slogan des pro-Brexit, reprendre le pouvoir, et dit au fond clairement les choses, même si on connaît les raisons de ce slogan, l'usage qui en a été fait et les conséquences, pour autant on ne peut l'ignorer. L'Europe se fera avec les peuples, sinon elle se disloquera. Et la France doit être à l'initiative. Justement, après ce constat, que faut-il faire? Ma conviction, c'est que cette crise, comme toutes les crises, est l'occasion d'une grande transformation. Comme au cours de ces dernières années, chaque fois que l'essentiel est en jeu sur l'Europe, la France se doit de répondre présente. C'était vrai il y a 1 an, lorsqu'il a fallu sauver la Grèce et convaincre nos partenaires qu'elle devait rester dans la zone euro. Je n'oublie pas que certains voulaient sceller le destin de ce grand pays d'un revers de main. Certains voulaient faire sortir un pays membre
oubliant le principe même de solidarité, et la suite des événements leur a donné tort. Même si tout n'a pas été réglé, ce pays aujourd'hui se porte mieux et en est notamment reconnaissant à la France. Sauver la Grèce, c'était déjà sauver l'Europe. Et il y a un an, la France, par la voix du chef de l'État, était dans son rôle. Et elle le sera une nouvelle fois aujourd'hui. Parce que nous sommes la France, un pays respecté, écouté, attendu, mais parce que nous sommes aussi, et c'est une responsabilité politique et morale, un pays fondateur de l'Europe. Parce qu'avec l'Allemagne, conscient de nos responsabilités, nous voulons l'Europe, notre horizon commun. Le président de la République l'a rappelé hier soir avec la chancelière allemande et le président du Conseil italien. Parce que nous savons que c'est l'union qui nous renforce et la désunion qui nous affaiblit. Je mets en garde ceux qui croient qu'on renforcera notre souveraineté nationale en tirant un trait sur l'Europe. Ceux qui pensent qu'on s'en sortira mieux dans la mondialisation, qu'on traitera mieux la crise migratoire, qu'on combattra mieux le terrorisme en agissant seul, en se privant d'appui dans le seul cadre de nos frontières nationales. Rien n'est plus faux. Être européen aujourd'hui et demain, c'est respecter le choix des peuples, mais c'est aussi vouloir peser sur le cours des choses, et chacun se rappelle de ces mots de François Mitterrand, « La France est notre patrie, l'Europe notre avenir ». Et donc être européen, ce n'est pas trahir la France, c'est au contraire l'aimer et la protéger. Depuis plusieurs jours, le président François Hollande est à l'initiative. Il a d'abord souhaité rencontrer les présidents des deux assemblées, puis les chefs des formations politiques représentées au Parlement français et au Parlement européen. Il s'est ensuite entretenu avec le président du Conseil européen et du Parlement européen, puis avec la chancelière allemande, le président du Conseil italien et nombre de ses homologues. En ce qui me concerne, et avec Harlem Désir, dès le 24 juin, j'ai participé au Conseil des affaires générales à Luxembourg où étaient présents les 28, dont la Grande-Bretagne. J'étais le lendemain à Berlin, à la réunion des pays fondateurs, hier à Prague avec le groupe de l'Europe. Elle a aussi besoin de clarté. Soit on décide d'en sortir, soit on reste dans l'Union. Et je comprends que le Royaume-Uni veuille défendre ses intérêts. Mais l'Europe doit aussi se battre pour les siens. Depuis janvier 2013, elle est suspendue à la décision britannique. Nous avons fait preuve de patience, de compréhension. Dorénavant, l'entre-deux, l'ambiguïté ne sont plus possibles. Parce que nous avons besoin de stabilité, notamment sur les marchés financiers. Ce n'est pas au Parti conservateur d'imposer son agenda. Soyons clairs, comme le Parlement européen l'a demandé ce matin, le Royaume-Uni doit activer le plus tôt possible la clause de retrait de l'Union européenne prévue dans le traité de Lisbonne pour éviter à chacun une incertitude qui serait préjudiciable et protéger l'intégrité de l'Union. Je cite le texte. Il n'y a pas de temps à perdre. L'objectif de l'Europe est indéniable. Elle ne doit pas faire oublier la responsabilité aussi de notre pays, la France, membre fondateur de l'Union et seconde puissance européenne. À ce titre, quelles propositions fortes avons-nous portées auprès de nos collègues européens au cours des 10 dernières années ? Et plus prosaïquement, Monsieur le Ministre, que reste-t-il désormais de notre influence réelle au sein des institutions européennes ? Nous avons laissé, et ça ne date pas d'hier, ça date d'au moins 10-15 ans, laisser se déliter la relation franco-allemande qui a longtemps constitué le moteur de l'Union. La réalité, aujourd'hui, à un moment où nous devrions agir de concert pour un véritable sursaut de l'Europe, c'est que nous avons bien du mal à nous entendre et à nous comprendre. Un peu à l'instar de nos amis britanniques, nous, Français, nous drapons volontiers dans la grandeur de notre passé national sans reconnaître aujourd'hui notre profonde dépendance aux autres. France, 5e puissance mondiale. C'est par cette ritournelle illusoire que presque tous les prétendants à l'élection présidentielle aiguisent l'imaginaire politique des électeurs sans oser dire que nous ne devons notre maintien à ce rang fragile dans la hiérarchie mondiale que grâce à notre appartenance à l'Union et
ce qu'elle nous a apporté au cours des dernières décennies. Ritournelle illusoire aussi, parce que la réalité qui s'annonce et que nous cachons très pudiquement à nos concitoyens, c'est que, à l'horizon de 2050 au plus tard, plus aucun pays européen, pas même l'Allemagne, ne figurera parmi les 20 premières puissances de la planète. À l'heure de la montée en puissance de pays qui n'ont plus d'émergents que le nom, comment pouvons-nous penser l'avenir de notre pays sans penser l'échelle européenne, la seule susceptible d'imposer une véritable régulation dans un processus de mondialisation effrénée? Les fondements actuels de la crise de l'Union ne sont pas le seul fait du Brexit, qui n'en est aujourd'hui en fait que le révélateur. Ces fondements remontent en réalité à une vingtaine d'années, lorsqu'à défaut de nous doter d'une vision politique commune, appuyée sur une véritable gouvernance démocratique, nous avons choisi de nous limiter à la construction d'un grand marché unique que nous avons largement délégué à une commission européenne empreinte en la matière d'un dogmatisme néolibéral totalement suranné. Celle-ci s'est en effet érigée en négociatrice exclusive d'une multitude de traités bilatéraux et, à défaut de favoriser l'émergence d'une vigoureuse politique industrielle européenne, elle préfère plutôt développer une insensée politique de la concurrence, y compris dans les secteurs les plus stratégiques pour notre économie. Car avec les règles qui ont cours aujourd'hui, la création d'Airbus accueille-t-il cette proposition? Par ailleurs, et compte tenu des griefs croissants des citoyens européens à l'encontre des accords commerciaux bilatéraux dont les négociations restent conduites dans une très grande opacité par la Commission, ne pensez-vous pas urgent de réclamer immédiatement un moratoire sur ces traités en cours et en prévision, le temps au moins d'en repenser les finalités et les modalités? Au-delà de ces questions de nature économique, la relance et la cohérence du projet européen doivent parallèlement passer par d'autres initiatives visant à rendre l'Union plus solidaire et plus proche des préoccupations des citoyens. Il faut bien évidemment avancer à marche forcée vers une harmonisation des règles fiscales et sociales au sein de l'Union, afin que certains États membres cessent de capter indûment une bonne partie de la richesse produite sur le territoire de l'Union. Car, il faut bien le dire, il est pour le moins paradoxal de constater européenne, c'est que l'essentiel de ces institutions et de ces modes de fonctionnement a été conçu à une époque de prospérité pour 6 ou 10 États et à une époque où la mondialisation et la conjonction des crises n'avaient pas la même intensité qu'aujourd'hui. Alors le saut en avant de l'Europe est inévitable et si nous ne voulons pas périr dans le processus de composition qui s'est amorcé, il faut agir vite et fort. Mais ce saut ne pourra s'opérer qu'avec l'agrément de nos concitoyens, quitte à devoir entériner au passage le principe d'une Europe à plusieurs vitesses. Mais cela n'aurait aucun sens aujourd'hui, je crois, de soumettre la question européenne à référendum sans qu'un tel projet renouvelé n'ait été sérieusement discuté et élaboré au préalable. L'idée de lancer un processus constituant tel qu'il a été proposé par les écologistes me paraît être le bon. Nous espérons, Monsieur le Ministre, que le gouvernement de la France saura, en la matière, prendre toutes ses responsabilités. Je vous remercie. Merci. Mon cher collègue, la parole est à notre collègue Philippe Adnot. Pour le rassemblement des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe et pour 3 minutes. Vous avez la parole, Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, le Royaume-Uni va peut-être demander à sortir de l'Europe dans la foulée du référendum. Je dis peut-être parce que hier soir, j'étais avec un chef d'entreprise irlandais qui me racontait qu'ils étaient obligés d'embaucher beaucoup de monde pour faire en sorte que les doubles passeports puissent éventuellement se préparer à d'éventuelles difficultés. Et nous ne savons pas encore ce que va faire l'Écosse. Et donc, je dis peut-être. Je pense que dans le contexte actuel, il serait utile que nous empruntions à nos voisins d'outre-Manche leur flegme. Si pour une fois,
nous arrêtions de donner à penser que tout est noir ou blanc. Vouloir faire croire à chaque fois qu'il y a une consultation de ce type que ce sera ou bien catastrophique ou bien merveilleux est une posture qui sera systématiquement démentie par les faits. L'Union européenne ne peut pas tout, n'est pas responsable de tout, et il existe des pays qui ne sont pas dans l'Union, ils ne sont pas en faillite, et nous commerçons avec eux, leur monnaie n'est pas nécessairement dévaluée. Aussi, je pense qu'il serait utile que nous examinions la situation avec sang-froid, dans une approche pragmatique. Ce sera d'ailleurs peut-être pour nous l'occasion de vérifier si le Royaume-Uni recevait plus que ce qu'il donnait. Cela devrait surtout nous conduire à réfléchir sur ce qui entraîne progressivement les pays européens à rejeter l'Europe d'aujourd'hui, celle qui est tatillonne, qui veut s'occuper de tout, de la fessée comme du contenu des cantines, qui est une machine à produire des normes, des contraintes administratives et qui, dans les faits, peuvent même générer entre les entreprises des États membres une concurrence déloyale liée à des divergences de transposition, d'interprétation, etc. Et si nous profitions de cette période pour redéfinir ce qui nous paraît essentiel? Nous avons la monnaie unique, c'est très clairement un progrès et un avantage. Nous devions avoir une défense commune. Où est-elle? L'harmonisation fiscale devait aller de pair avec l'euro. Où en est-on? Où sont enfin les règles sociales harmonisées? On ne les voit guère dans l'espace intracommunautaire de dumping social sur le marché du travail. Moins d'Europe, mieux d'Europe, voilà ce qui devrait mobiliser nos forces. Redéfinir ce que nous devons mettre en commun est une urgence et ce n'est pas la fuite en avant qui va faire aimer l'Europe au peuple. Finalement, nous verrons bien si les Britanniques vont matérialiser juridiquement leur intention de sortir. Dans ce cas, il existe des règles, appliquons-les. Mais j'attire votre attention sur la nécessité de saisir l'occasion pour remettre à plat un certain nombre de dérives, sinon je crains que l'hémorragie se poursuive. Au fait, les Britanniques sortant, le français redeviendra-t-il la langue officielle de travail? La Banque centrale européenne, qui fonctionne pour sa part uniquement en anglais depuis sa création, va-t-elle pouvoir continuer à utiliser la langue d'un pays hors Union? Je souhaitais, par ce trait qui pourrait relever de l'humour britannique, mettre en relief ce qu'il peut y avoir d'absurde dans notre façon d'organiser nos institutions en cultivant l'espoir que ce Brexit réveille les consciences. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est maintenant au président Jacques Mézard pour le groupe du Rassemblement démocratique social et européen. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Albion, une fois encore, a choisi le grand large. Comme au temps où le soleil ne se couchait jamais sur son empire, en se tournant vers l'océan, elle a sans doute déclenché une tempête, tant sur ses côtes que sur celles du continent. Mais la tempête, heureusement, se calme toujours. En premier lieu, respectons le vote des Anglais. C'est un peuple qui n'a pas de leçon de démocratie à recevoir. Disons-leur bon vent. Nos décisions consécutives à ce Brexit doivent être fermes, conformes aux intérêts de notre nation et de la sauvegarde de l'Europe, mais non vexatoires, à l'égard d'un peuple ami dont nous n'oublions pas que voici 100 ans des centaines de milliers de jeunes soldats tombés sur la Somme pour la liberté, cette liberté qu'a su si magnifiquement incarner 25 ans après Winston Churchill. Loin de sombrer dans le catastrophisme, faisons une analyse des raisons de ce choc qui ont amené un grand pays démocratique à mettre en jeu son unité territoriale, son développement économique, pour se réconforter avec lui-même ou se recroqueviller sur lui-même. Cette analyse faite, et nous y reviendrons, n'hésitons pas à rechercher les aspects éventuellement positifs de cette rupture. Attaché à la construction européenne, notre groupe l'est viscéralement. Comment oublierions-nous que Maurice Faure a signé au nom de la France le traité de Rome?
Considérons tout d'abord que cet électrochoc a un côté positif, en ce qu'il met l'Union européenne au pied du mur, où elle modifie drastiquement son fonctionnement, où elle sombrera. Ne donnons pas aux Anglais en plus la satisfaction d'avoir à dire « nous avons eu la sagesse de quitter le navire avant son naufrage ». La sortie de l'Angleterre va modifier le centre de gravité européen au niveau géopolitique. Moins d'atlantisme, moins de culte de la concurrence. La situation, mes chers collègues, impose des mesures rapides. En premier lieu, par rapport à l'Angleterre, elle ne saurait imposer son calendrier et jouer la montre. L'Angleterre est entrée à reculons dans l'Europe. Elle doit en sortir avec fair play. L'Angleterre ne peut avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. L'article 50 doit être appliqué avec comme objectif de conclure dans les 2 ans, et dans ce laps de temps, il paraît opportun de régler la question des rabais sur rabais défavorables à la France. Mais aussi, mes chers collègues, de ramener la langue anglaise à son nouveau poids dans l'Europe, celui de l'Irlande et de Malte. Une évidence, les concessions faites à l'Angleterre pour qu'elle adhère et qu'elle reste ont été inutiles, voire néfastes. Cependant, ne jetons pas la pierre aux Anglais, c'est une responsabilité collective et rien ne dit qu'un référendum en France n'aurait pas la même issue. Mes chers collègues, l'Union européenne s'est coupée des citoyens européens par l'absence de responsabilité politique suffisante. La belle idée européenne pour construire une paix durable et le développement économique a été dévastée par ce qui est chaque jour vécu comme un pouvoir technocratique non démocratique, une machine à fabriquer des directives, le temple de la concurrence et de la finance à la sauce anglo-saxonne. Une technostructure, faisant du Conseil européen le secrétariat général de la Commission, ce qui est quand même un comble. La nature a horreur du vide, encore plus en politique. Nier l'immense déficit démocratique serait irresponsable. Les rejets populaires du traité constitutionnel de 2005, le non irlandais au traité de Lisbonne étaient des alertes rouges. Mais le déni s'est poursuivi et nous le payons tous aujourd'hui. Nous avons laissé se mettre en place une Europe trop technocratique, occupée à réglementer la taille des cages à palmipèdes gras, mais incapable de régler la dette autrement que par l'austérité, ou encore incapable de s'entendre rapidement sur les moyens de gérer les migrants. Nous avons laissé s'installer une Europe qui se passe de l'avis des parlements nationaux sur des dossiers aussi fondamentaux, par exemple, que celui de la négociation du traité transatlantique. Avant de donner des leçons aux autres, commençons par balayer devant notre porte et, si j'ose dire, en procédure accélérée. Ce n'est pas un message subliminal. L'élection des députés européens en France est une palinodie, des circonscriptions artificielles, une machine à recycler les surplus des partis dominants et une tribune pour les anti-européens, des députés qui, malgré quelques heureuses exceptions, sont déconnectés des citoyens. Seconde urgence, notre Parlement, avec le concours du gouvernement, doit donner toute sa place aux affaires européennes, avec une vraie information systématique des parlementaires et de vrais débats préalables aux conseils européens. Troisième mesure simple, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les ministres, que le gouvernement, par le canal des préfectures, fasse passer chaque mois dans toutes les mairies une information systématique, synthétique, pratique sur les dossiers européens avec des interlocuteurs dédiés dans chaque département. Je pourrais décliner nombre d'autres propositions, mais j'insisterai sur l'impérieuse nécessité de rendre pour nos collectivités, nos agriculteurs, nos entreprises, les procédures de dossiers européens praticables pour tous ceux qui y ont recours. C'est l'usine à gaz, le comble de la bureaucratie, aggravée par la nôtre, qui est un modèle en la matière. Il est plus que temps de donner la main au Parlement, que des commissions spéciales soient créées en lien avec le gouvernement pour mettre à plat tous ces problèmes et tenter de les résoudre vite. Sur la question européenne, c'est en concertation avec le Parlement que l'exécutif doit élaborer une politique, car l'Europe
se réformera ou se disloquera. Et disons-le, la campagne présidentielle ne va pas faciliter les choses pour résoudre l'équation. Oui à l'expression du peuple, mais non au populisme. Notre commission des finances et son rapporteur Albéric de Montgolfier ont rédigé un excellent rapport sur les conséquences du Brexit. Les impacts financiers et économiques sont réels, mais ne justifient pas une dramatisation excessive. Le risque, le débat sont d'abord politiques. Sur les institutions européennes, comment supporter le carcan d'une commission hyper technocratique qui ne devrait être que le secrétariat général du Conseil des ministres? Premier enjeu, redonner le pouvoir aux représentants du peuple. Débat sur la nécessité de recentrer les directives européennes sur les grands sujets et de ne plus accabler nos territoires de directives sur la couleur des oranges, les remorques des tracteurs, j'en passe, et des pires. Débat sur le nécessaire recentrage de l'action européenne sur un noyau dur, mais plus large que les 6 pays fondateurs. Une Europe à vitesse variable, ça existe déjà, nous l'avons avec l'euro. Donc c'est possible. Débat sur la logique qui existe pour les pays de l'euro de rechercher une harmonisation fiscale et sociale, sinon on voit bien que nous courons encore à des difficultés dramatiques. Débat sur la définition d'une stratégie économique. On a laissé la porte ouverte à tout vent au marché, sans même protéger la frontière européenne, tout en appliquant à nos entreprises des contraintes administratives absurdes. Débat sur une plus grande solidarité du noyau dur en matière d'immigration et de défense. La France peut-elle et doit-elle continuer à assumer quasiment seule les missions extérieures? Pour avancer sur tout cela, il faut une vraie volonté politique, dénuée de visions électoralistes, une volonté d'homme d'État. Sous la 4e République, après l'échec de la CED, nos gouvernements ont provoqué la conférence de Messine, au cours de laquelle les épures du traité du Rhum furent posées. Oui, il faut une nouvelle conférence de Messine avec des propositions fortes. Mes chers collègues, à l'ère des grands empires qui se constituent ou se reconstituent, de la Chine aux USA en passant par l'Inde, la Russie et d'autres, le choix ne peut être au lâche délitement de l'Europe, qui entraînera aussi inexorablement le délitement des nations autour de régionalistes indépendantistes. C'est avec les nations qui fédèrent chacun de nos peuples et les rassurent que doit poursuivre et réussir l'Europe que nous voulons, celle d'un espace de liberté d'expression et de pensée, de création, de liberté de circuler, d'entreprendre, sans diktat ni de la finance ni de la bureaucratie. L'Europe ne doit pas être celle de la souffrance sociale, mais celle de la recherche, de l'innovation, des grands travaux. Cela, c'est une belle aventure. C'est le beau projet pour les générations qui viennent. Y renoncer serait indigne de notre histoire. Tout cela, il nous faut à tous de la volonté et de la confiance dans notre peuple. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant au président François Zocchetto pour le groupe UDI, Union centriste. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Le peuple britannique a décidé de quitter l'Union européenne 43 ans après l'avoir rejointe. C'est évidemment un choix crucial pour le Royaume-Uni, mais qui aura des conséquences lourdes pour ses 27 partenaires. Et puisque les peuples nous enjoignent à parler d'Europe sans langue de bois, disons-le clairement, c'est un choc. Ce fut un choc vendredi matin. Alors bien sûr, nous pourrions nous rassurer en constatant que le Royaume-Uni s'est toujours perçu à part, que son histoire, sa géographie justifient un traitement dérogatoire, un quasi-droit de veto sur les aspirations majoritaires de ses partenaires. Nous pourrions également nous demander si ces accommodements successifs n'ont pas engendré chez les Britanniques le sentiment qu'ils seraient dans leur droit de sortir de l'Europe le jour où ils estimeraient qu'ils n'en tireraient plus suffisamment d'avantages, portés ainsi par une logique utilitariste sans idéal. Mais l'heure n'est pas au regret, elle est au sursaut.
L'histoire peut nous inciter à l'optimisme, mes chers collègues, car depuis 70 ans, l'Europe avance en surmontant des crises successives. Et nous pouvons faire du vote de jeudi dernier un électrochoc dont nous nous dirons dans 10 ans qu'il a servi à quelque chose. Là est notre responsabilité, celle des États membres et de la France en particulier. D'abord pour mettre en œuvre la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et ensuite pour relancer, je dirais plutôt en parallèle, pour relancer la construction européenne. La sortie, elle doit être rapide, sans ambiguïté, elle doit être menée sans ressentiment, sans complaisance. Sans ressentiment, car les électeurs britanniques ont exprimé ce que beaucoup de citoyens européens pensent. Nos concitoyens s'interrogent sur l'utilité de l'Union européenne. Ils considèrent souvent qu'elle est la cause de nombre de leurs difficultés et encore plus souvent qu'elle ne sert à rien. Nous devons être sans ressentiment également, car les dirigeants britanniques ne sont pas les seuls et ne sont pas les premiers à avoir instrumentalisé l'Europe pour des calculs parfois médiocres. Souvenons-nous de 2005. Ne négligeons pas notre capacité à incriminer l'Europe au quotidien en lieu et place de nos faiblesses, de nos lâchetés répétées. Sans ressentiment aussi, car n'oublions pas notre collègue Joe Cox, lâchement assassiné il y a quelques jours seulement. Sans ressentiment, mais sans complaisance, car les Britanniques ont fait un choix éclairé, après avoir été informés. Ils doivent assumer ce choix sans entraîner les 450 millions d'habitants des 27 autres pays dans la spirale de la dislocation. Ça signifie deux choses. D'abord, les négociations de sortie doivent s'engager sans délai dès ce mois de juillet, car ce n'est pas, cela a déjà été dit, ce n'est pas à celui qui a décidé unilatéralement de partir de dicter également son agenda. Les Britanniques doivent désigner, c'est leur question, doivent désigner un Premier ministre qui sera en légitimité de conduire ces négociations. Les négociations doivent être rapides, 2 ans paraît un délai maximum. Tout cela signifie également qu'il ne peut pas y avoir d'ambiguïté sur l'issue des négociations. L'objectif n'est plus de ménager la chèvre et le chou, d'espérer trouver un compromis qui permettrait aux Britanniques de conserver l'essentiel des avantages d'un pays membre, tout en échappant aux obligations et aux contraintes d'une démarche collective. Nous paierons tous un prix à ne plus être que 27, les Britanniques et nous-mêmes. Ça ne nous empêchera pas d'être intelligents, de trouver des formules conciliables à nos intérêts respectifs et, disons-le, ce sont les intérêts de l'Union européenne à 27 qui doivent être défendus sans état d'âme dans cette négociation. Je le dis car si nous n'avons pas cette franchise, si nous ne sommes pas guidés par cette règle, si nous ne sommes pas clairs et fermes, nous courons le risque d'un délitement de l'Union européenne. Tous les populistes vont s'engouffrer dans la brèche en affirmant à des opinions abusées que les dommages finalement d'une sortie de l'Europe sont minimes et qu'après tout, on pourrait essayer. Il nous faut tuer l'œuf, il nous faut tuer dans l'œuf cette perspective qui n'est pas seulement théorique et qui s'approche dans de nombreux pays. Suite au Brexit, aucun doute ne doit être possible. La sortie du Royaume-Uni ne peut pas être un précédent suivi d'autres situations comparables. La construction européenne, pour nous, centristes, n'est pas réversible. Et l'Union n'est pas un aimable club dans lequel on pourrait rentrer puis sortir à sa guise. L'Union européenne est un processus qui est destiné à aller plus loin, là et quand elle est utile au peuple. Monsieur le ministre, face à l'immensité de la tâche, je vous propose d'associer les parlementaires français, qu'ils soient nationaux ou européens, à vos travaux. Et nous pensons qu'il serait pertinent de créer très vite un comité de suivi transpartisan avec lequel le gouvernement pourra dialoguer. Plus vous serez transparent, plus vous serez à l'écoute, plus nous pourrons soutenir la position française. La relance de l'idéal européen doit être menée simultanément. Je parlerai même, plutôt que de relance, de renaissance, car l'Europe se trouve dans une situation critique. Elle est désormais privée de soutien populaire.
elle ne sait plus démontrer que nos situations individuelles seraient bien plus fragiles sans elle. Nous devons donc réviser les principes de notre association. La famille politique que je représente ici a la chance d'être unie sur la question de la construction européenne. Nous avons la conviction que les citoyens seront mieux protégés dans l'Union européenne, à condition que celle-ci soit plus forte, plus intégrée et surtout plus tournée vers ses habitants. Bien sûr, et malheureusement, l'option d'une sortie de crise par le haut, c'est-à-dire vers plus de fédéralisme, n'est aujourd'hui pas audible par nos concitoyens, tant la défiance envers le projet européen s'est installée. En conséquence, nous devons passer par une étape intermédiaire qui consiste à recréer ce que j'appellerais une envie d'Europe, qui n'existe plus aujourd'hui chez bon nombre de nos concitoyens. Le politique doit à nouveau primer dans le processus de décision européen. Il doit supplanter la technostructure, mais qui n'est que le reflet de nous-mêmes, quand bien même cette technostructure est la mieux intentionnée. Pour cela, nous devons changer la gouvernance de l'Europe. Les députés que nous envoyons à Strasbourg doivent être les meilleurs. Oui. Nos ministres doivent être à Bruxelles lorsque les décisions qui impactent la vie des gens se prennent. Sur le plan des symboles qui crispent, nous ne pouvons pas continuer à laisser la Commission imposer la rigueur à tous, sauf à elle-même. Il nous faut surtout revenir aux fondamentaux de l'équilibre entre l'Union européenne et les États membres. La subsidiarité dont on parle tant doit être redéfinie et elle doit enfin prévaloir. Au stade auquel nous en sommes, l'Europe doit se mobiliser sur quelques enjeux essentiels. La sécurité, intérieure et extérieure, la politique migratoire, l'harmonisation des politiques fiscales, sociales et environnementales, l'identification de projets industriels cruciaux qui prévalent sur le dogme du libre-échange absolu et sur la priorité qui a été trop donnée au monde de la finance. Et le départ des Britanniques constitue à cet égard une réelle opportunité pour nous. Pour le reste, laissons vivre nos spécificités, laissons prospérer les initiatives sans immédiatement les traduire en normes, comme nous le faisons depuis trop longtemps. L'Europe doit incarner des relations fortes, utiles aux citoyens, qui parlent à nos concitoyens. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est à notre collègue Pierre Laurent pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, avec le résultat du référendum britannique qui a donné la victoire aux partisans du Brexit, un grand peuple européen vient de décider de quitter l'Union européenne. C'est un terrible échec pour l'Union européenne. Ce résultat intervient au terme d'une année de surenchère libérale et xénophobe, orchestrée par les classes dirigeantes de la droite britannique qui ont voulu ce référendum, de David Cameron à Nigel Farage, en passant par Boris Johnson. Mais surtout, ce résultat signe la faillite du projet libéral et austéritaire européen, entièrement tourné vers la mise en concurrence. Ce projet que la plupart d'entre vous ont soutenu, parce que vous aviez raison, Monsieur Raffarin, les responsabilités sont ici. Ce projet que vous avez tous largement soutenu divise et conduit à la dislocation. Il est incapable d'unir les peuples européens vers un destin commun fait de paix, de justice et de progrès social partagé. Ce vote est un désaveu cinglant pour tous ceux qui, depuis des années, ont poussé les feux d'une construction libérale de l'Union européenne sans jamais écouter les alertes successives venues des peuples européens, à commencer par le nôtre. La dernière décennie est jalonnée de déni démocratique. Le sort réservé au référendum de 2005, qu'ici nombre d'entre vous ont méprisé, ou au vote des Grecs en 2015.
D'ailleurs, les Grecs ne demandaient pas seulement à rester dans l'Europe, ils demandaient à échapper à des politiques d'austérité qui leur sont toujours aujourd'hui imposées. Eh bien, ces dénis démocratiques successifs, voilà le résultat. La première leçon est donc claire. Respecter les peuples, leur vote est la seule méthode pour construire une union de solidarité dont chacun voudra rester pour coopérer. Il est grand temps de l'entendre. Si nous ne voulons pas voir l'Europe continuer à sombrer dans le fracas des guerres économiques où les morts s'appellent chômeurs, précaires et migrants. Le projet austéritaire européen imposé au peuple depuis le traité de Lisbonne et la crise du capitalisme financier de 2008 doit être stoppé. Le temps est venu, oui, le temps est venu d'une refondation progressiste de l'Europe, tournée vers le progrès social. Et il faut d'urgence mettre le cap vers la sortie de l'austérité. Toute tentation de tergiverser avec cette exigence devient aujourd'hui pure folie. Elle laissera une place grandissante à toutes les dérives racistes et xénophobes qui défigurent déjà largement l'Europe. Elle laissera la place à toutes les rivalités nationalistes et leur cortège de conflits, de tensions et de guerres. Les premières déclarations entendues, il faut le dire, ne nous rassurent pas. Les dirigeants européens vont-ils chercher une nouvelle fois à fuir leurs responsabilités et à faire payer au peuple du Royaume-Uni la faillite de leurs dirigeants pour ensuite continuer comme avant? Nous vous le disons, il faut arrêter de jouer avec le feu. Le choix souverain du peuple britannique doit être respecté, sans chantage, sans menace de représailles, et les négociations du Brexit menées avec responsabilité, d'autant que manifestement, soit dit entre nous, personne, pas plus les dirigeants britanniques qui ont poussé à cela que les autres, ne semblent réellement préparés, et il ne suffira pas d'invoquer l'article 50 pour régler tous les problèmes. Ce n'est pas la finance, c'est cela dont nous devrions débattre, qui doit être une nouvelle fois protégée comme en 2008, mais tous ceux qui font les richesses des nations, les travailleurs, les citoyens et les migrants. Le Royaume-Uni est un de nos grands voisins, anglais, gallois, écossais, tous doivent être écoutés, comme doivent l'être les Irlandais dont l'avenir commun est à nouveau interpellé par cette situation inédite. Nous vous proposons qu'une commission spéciale parlementaire, commune aux deux assemblées, en présence de tous les groupes, soit créée sur le suivi du Brexit, afin que toutes les décisions prises le soient en toute transparence et sous contrôle du Parlement pour tout ce qui engagera la France. Mais je l'ai dit, l'essentiel, c'est l'engagement déterminé de la France dans la bataille de la refondation progressiste de l'Europe. Le temps est venu d'avancer vers une nouvelle union refondée, union de peuples et de nations libres, souverains et associés, tournés vers le progrès humain et la justice sociale, débarrassés de l'emprise prédatrice de la finance. Cette nouvelle union solidaire et coopérative impliquera par étapes des nouveaux traités. Ils doivent être construits sous le contrôle des peuples européens, avec de nouvelles procédures démocratiques, en respectant la souveraineté de tous. L'Europe autoritaire, c'est fini, il serait temps de le comprendre. La France doit être à l'initiative d'un immense débat public national et européen d'une ampleur inédite. Et nous faisons deux propositions. Qu'à l'échelle européenne, la France propose le lancement d'états généraux de la refondation progressiste européenne, en commençant par mobiliser les gouvernements, les forces politiques, sociales et citoyennes disponibles, et elles sont nombreuses. Paris pourrait être rapidement le lieu d'une première grande conférence citoyenne européenne. En France, nous proposons de mettre en place une instance inédite, une conférence citoyenne permanente, chargée de construire ce nouveau projet européen et le mandat de la France en Europe. Oui, ça va vous changer, ça va vous changer. Elle pourrait associer cette conférence citoyenne des représentants de toutes les forces politiques, des parlementaires et des élus locaux de tout niveau et de toute sensibilité, tous les syndicats, les ONG et le monde associatif. Toutes les décisions qui engagent la France au plan européen doivent être désormais soumises au Parlement et associer cette conférence citoyenne. Les propositions pour un nouveau traité pourraient être soumises à référendum le moment venu. Sans attendre, des décisions doivent être prises.
pour stopper le train fou de l'Europe libérale et du dumping social, cette Europe des traités autoritaires et imposés qui jette les peuples et les travailleurs les uns contre les autres en Europe. Nous faisons des propositions précises. 3 immédiates contre le dumping social. La France ne doit pas ratifier les traités de libre-échange, TAFTA, CETA et TISA. Elle doit exiger la reconnaissance du caractère mixte de ces accords, donc l'obligation d'un vote conjoint au Parlement européen et dans chaque Parlement national. Cela vaut tout de suite pour le CETA, puisque, je le rappelle, la Commission européenne envisage début juillet la non-reconnaissance du caractère mixte de ce traité. Aucune signature de la France ne doit être engagée sans le Parlement. Et nous attendons sur ce point des réponses précises. La France doit suspendre l'adoption et la mise en œuvre dans notre législation des recommandations européennes de déréglementation sociale, à commencer par la loi travail. À la droite et au gouvernement, je pose la question, après avoir versé cet après-midi des larmes de crocodile sur le Brexit, allez-vous adopter tout de suite après, vous la droite au Sénat, et vous le gouvernement à l'Assemblée nationale, grâce au déni démocratique du 49.3, cette loi qui va contribuer à généraliser le dumping social. Aux uns et aux autres, après ce qui vient de se passer dimanche dernier, je le dis, c'est socialement irresponsable et politiquement, ce serait un nouvel acte de mépris à l'égard de notre peuple. Ici, comme au Royaume-Uni, la fracture n'est pas seulement sociale, elle est politique et démocratique. Enfin, la France doit renforcer son engagement pour exiger une renégociation immédiate de la directive sur le travail détaché et adopter ici en France les mesures pour stopper son usage scandaleux contre le droit du travail. Nous vous proposons aussi des décisions fortes pour sortir de l'austérité. Puisque nous allons entrer dans la discussion budgétaire, la France doit demander la renégociation immédiate du traité budgétaire et déclarer qu'elle ne veut plus encadrer son soutien aux services publics, à l'investissement public et aux collectivités locales par les critères idiots et contre-productifs du pacte de stabilité. Pour financer ces dépenses, la France doit proposer la création d'un fonds européen alimenté par les 80 milliards d'euros qu'injecte chaque mois la Banque centrale européenne à fonds perdu pour l'emploi dans les marchés financiers. L'argent doit aller à l'emploi et non plus aux banques et aux dividendes. Enfin, la France doit agir sans tarder pour une conférence européenne sur la dette qui continue d'étrangler tous les budgets de nos nations et un plan de lutte drastique contre l'évasion fiscale et le dumping fiscal. Voilà, mes chers collègues, ce que nous proposons, en un mot et un seul, face à la faillite de votre projet européen, assez de mots, des actes. Merci. La parole est au président Bruno Retailleau. Mais pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les présidents, cher Jean-Pierre Raffarin, cher Jean Bizet. Les Anglais ont dit non et le Brexit est d'abord une double amputation. Une amputation, bien sûr, pour l'Europe parce que le Royaume-Uni est une grande nation. Celle de la Magna Carta, celle du parlementarisme, celle qui a mêlé son sang à plusieurs reprises au siècle dernier au sang de notre nation. Un pays qui, sans doute, est le seul avec la France à avoir un regard global, stratégique sur le monde entier. Un pays qui a une armée, qui a une volonté de défense. C'est donc une amputation pour l'Europe tout entière. C'est aussi sans doute, et peut-être une amputation aussi, pour nos amis anglais, avec ce risque d'un royaume désuni. Vous l'avez dit, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, le Brexit doit être un choc et même un électrochoc. C'est une évidence. Pas pour punir nos amis anglais. Parce qu'on ne punit pas, mes chers collègues,
un peuple sous prétexte que son vote ne nous convient pas. Chaque résultat, Monsieur Hérault, vous le savez, de référendum, nous devons les respecter, évidemment. Un électrochoc, bien sûr, parce que ce risque existe. Et vous savez, Douvres ne sera jamais toujours qu'à 35 km de Calais. Mais un électrochoc pour l'Europe, parce que je pense que c'est la dernière chance. C'est une deuxième chance, mais il n'y aura pas de troisième chance. C'est ou la refondation, mes chers collègues, ou bien la dislocation. Et n'imaginez pas un seul instant que le résultat britannique serait l'expression d'un particularisme insulaire. L'euroscepticisme nous concerne. L'Institut de sondage européen vient il y a quelques semaines simplement de faire une dernière étude sur cet euroscepticisme. Le peuple français est, après le peuple grec, un des peuples où l'euroscepticisme a le plus progressé. Ces résultats doivent nous interroger, évidemment, et doivent contribuer à reformuler, à refonder une Europe, c'est-à-dire à redonner du sens pour nos concitoyens, pour les peuples européens, pour nos nations européennes, redonner du sens au projet européen. Redonner du sens au projet européen, c'est redonner à l'Europe son histoire, sa géographie et une ambition. D'abord son histoire. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, le nouveau théoricien du djihad, M. Abou Mossab al-Saouri, avait diagnostiqué que l'Europe était sans doute le ventre mou de l'Occident. Eh bien, l'Europe ne doit pas être le continent de la désidentification. L'Europe doit conserver son identité. L'Europe ne peut pas donner à chaque peuple le regret d'être lui-même. Vous avez dit à peu près la même phrase, monsieur le ministre des Affaires étrangères. Je pense que ce qu'attendent nos concitoyens et nos peuples, c'est la reconnaissance de ces identités. Cette identité qui puise à plusieurs sources. Athènes, bien sûr, Rome, Jérusalem, les Lumières, avec la Renaissance. Ces sources, ces valeurs qui ont défini, qui ont dessiné une conception de l'homme, la lettre aux Galates, une égale dignité ontologique, une conception de l'homme, une conception d'être au monde aussi, qui fait notre civilisation. Et bien sûr, on a tenté, dans les décennies précédentes, de construire l'Europe par le commerce. Ça n'a pas marché. Par le marché, ça n'a pas marché non plus, ni par le droit. Jürgen Habermas, que vous connaissez, philosophe allemand, avait parlé de patriotisme constitutionnel. Mais on doit faire l'Europe aussi par la civilisation. Ce doit être un projet de civilisation. L'Europe avec son histoire, l'Europe avec sa géographie. Ce qui définit une communauté politique, c'est un territoire. Il n'y a aucune communauté politique au monde sans territoire, c'est-à-dire sans limite, sans frontières. Des frontières qui disent ce que nous sommes, des frontières qui disent ce que nous ne sommes pas, et vous savez parfaitement les uns les autres que les critères de Copenhague n'ont jamais projeté sur la carte les limites de ce territoire. Il faut bien autre chose, évidemment, la carte et le territoire, comme aurait pu écrire Houellebecq. Mais ce que je veux dire, c'est que cette notion de géographie doit nous inspirer un certain nombre de réflexes. La Turquie n'est pas européenne. Le général de Gaulle voulait une Europe européenne. La Turquie est pour 5% de son territoire en Europe. Nous devons cette clarification aussi bien aux Européens et nous la devons aussi à nos amis turcs, à ce grand peuple turc. En même temps, je le dis. Et il faut stabiliser nos frontières. Bien évidemment, de la Baltique à la mer Égée, les frontières ne doivent plus évoluer. Il faut dire stop à l'élargissement, parce que cette incertitude géographique a trop longtemps été pour l'Europe le symbole, le signe d'une indéfinition de son propre projet politique. Une Europe avec son histoire, une Europe avec sa géographie, une Europe aussi avec une nouvelle ambition, en partant d'un diagnostic. Si l'on n'accepte pas de diagnostic, nous n'aurons pas de bons remèdes, avec un paradoxe, qui est un paradoxe cruel. Quel est-il, ce paradoxe, mes chers collègues? Jamais dans leur histoire, les peuples européens n'auront partagé une telle proximité. Et jamais dans son histoire, l'Union européenne
n'aura été aussi proche du délitement. Quelle est l'origine de ce paradoxe? J'en avance une cause. Il y a eu une obsession, cette obsession de délégitimer les États-nations, en ne proposant comme substitut finalement qu'une construction sophistiquée, où on a essayé de créer à tout prix un État hyper centralisé, un État de nature supranationale. Pourquoi ne pas le reconnaître? Mais ce type d'État ne peut être obtenu qu'avec une discipline de fer, avec toujours plus de production de normes et de contraintes, et évidemment en tenant les peuples à l'écart de cette construction. Les peuples ont eu le sentiment d'une dépossession. Eh bien, je fais mienne ce qu'a dit le Premier ministre dimanche à Belleville-sur-Mer lorsqu'il a eu ces mots: l'Europe ne peut pas faire disparaître les États souverains. Aujourd'hui, le défi que nous devons relever, c'est remettre les souverainetés nationales, les démocraties nationales au cœur de l'Europe, au cœur du processus, pour que les peuples puissent se réapproprier cette belle idée européenne dont nous avons besoin, plus qu'hier et sans doute encore plus demain. Pour le faire, il faut tirer les conséquences. La première conséquence en termes d'architecture. L'architecture, c'est remettre nos démocraties nationales. Ça signifie que le droit européen ne doit pas être supérieur à la règle suprême que se sont donnés les peuples, les constitutions nationales. Ça signifie que la Cour de justice ne doit pas se prendre pour une Cour suprême. Ça signifie que, et je reprends les termes de notre président, qu'il faut remettre dans le processus de décision les parlements nationaux pour avoir un continuum démocratique. Il y a les procédures de carton orange ou jaune, ça n'est pas suffisant. Il faudra des procédures d'un carton vert pour limiter l'initiative de la Commission, pour que les parlements puissent se réapproprier cette initiative législative. Il faudra sans doute aussi un carton rouge pour avoir aussi une limite à opposer, une sorte de droit de veto, bien sûr. Et puis se réapproprier en même temps l'Europe que nous voulons, c'est-à-dire une Europe que nous allons construire, non pas comme elle a été construite, parce qu'elle a été construite à juste titre, pour mettre fin à des luttes fratricides. Elle a été construite finalement pour nous protéger de nous-mêmes. Or, aujourd'hui, le défi que nous devons relever, c'est une Europe que nous devons construire pour affronter les défis qui viennent de l'extérieur. Et il faut répondre à 3 défis. D'abord, évidemment, protéger nos emplois, protéger notre économie, avec bien sûr une stratégie offensive d'investissement, notamment dans la recherche, dans le numérique, dans l'énergie aussi, mais défensive parce que quand on a fait du dogme de la concurrence no faussée ou du libre-échange à tout vent les horizons indépassables, c'était des naïvetés coupables, mes chers collègues. Souvenez-vous de Péchinet et d'Alcan, et ce n'est pas la première fois que je l'ai dit ici, mes chers collègues, à cette tribune. Oui, cher Jean Bizet, il faudra un European by Act. Oui, il faut réintroduire le principe de réciprocité. Oui, il nous faudra nous appuyer sur une véritable préférence européenne, parce que sinon, nos peuples refuseront l'Europe que nous voudrions construire. Une protection économique, une protection en matière de défense. La défense restera une affaire nationale, mais nous devons approfondir les coopérations industrielles et en même temps budgétaires. Il n'est pas normal que la France porte le fardeau de la défense européenne. Il faut bien entendu la partager. Et enfin, les frontières doivent être défendues. Schengen a échoué. Il faut refonder Schengen. Frontex doit devenir une véritable agence avec des gardes-côtes, des gardes-frontières. Sinon, nous ne répondrons pas à la crise migratoire. Regardons la réalité en face, mes chers collègues. Et puis, bien entendu, il faudra une Europe différenciée avec l'euro. L'euro, sans doute, il faudra une gouvernance aussi renforcée. Une Europe différenciée avec l'euro. Mais l'avenir de l'euro, ce n'est pas tellement un gouvernement de l'euro. C'est d'abord que chaque pays s'en saisisse. Et l'avenir de l'euro, c'est la capacité aussi de la France à tenir ses engagements, comme chaque pays à tenir ses engagements, bien évidemment. Pour terminer, je voudrais dire, et pour conclure, en écoutant tout à l'heure Jean-Pierre Raffarin qui parlait de l'Europe mortelle, Paul Valéry, au soir de la Première Guerre mondiale, avait prédit que la civilisation était mortelle. Eh bien oui, nous savons désormais aussi que l'Europe peut être mortelle. Et il faut réagir. Le monde aujourd'hui
Ce monde menaçant, ce monde dangereux exige de nous, dans ces transformations, il exige une Europe forte, dressée devant les défis. Eh bien, mes chers collègues, l'Europe que nous devons faire, qui est un cadre naturel de notre action collective, c'est l'Europe des peuples, c'est l'Europe des nations. Et alors, nous retrouverons le fil de la confiance. Et alors, l'idéal européen brillera à nouveau sur notre continent. Merci. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Jean-Marc Ayrault. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, d'abord, je voudrais vous remercier de vos différentes interventions qui ont montré l'importance que vous attachez à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, qui est grave, préoccupante, et en même temps, vous n'avez pas hésité à avancer un certain nombre de propositions, et en particulier, je retiens que, bien sûr, il y a des nuances, voire des divergences, mais qu'il y a quand même un attachement à l'Europe et le souhait que de cette crise, de ce choc, on fasse au fond l'occasion de relancer le projet européen, de lui donner tout son sens et toute sa force, alors qu'aujourd'hui il est à la peine. Donc je salue cette qualité de débat et en même temps, je crois, puisque plusieurs, ou je dirais presque tous les orateurs l'ont dit, il faut que les parlements nationaux, et en particulier le nôtre, soient davantage associés au fonctionnement de l'Europe. Au fonctionnement, j'allais dire, quotidien de l'Europe, mais l'être aussi en termes de propositions pour améliorer le fonctionnement de l'Europe. Beaucoup de choses ont été décrites, des dysfonctionnements, je ne les reprends pas, des faiblesses, des lourdeurs, c'est évident. Mais quant aux propositions concrètes, précises, d'association du Parlement, Monsieur le Président, il y a eu plusieurs propositions qui se complètent ou qui parfois s'opposent, de commissions, soit du Sénat, soit de commissions communes avec l'Assemblée nationale et du Sénat. Il n'appartient pas au gouvernement de trancher cette question. Mais ce que je puis vous dire, c'est que je souhaite que le Parlement soit davantage associé et le plus tôt sera le mieux. En tout cas, le gouvernement, je le redis, est en votre entière disposition. Et je crois qu'il est important, en effet, que le Parlement puisse se projeter dans l'avenir, organiser les débats publics et pourquoi pas citoyens, qu'on organise une conférence citoyenne, moi ça ne me gêne pas, si tout se fait au service d'une cause que nous pouvons partager pour redonner de la confiance et de l'adhésion à un projet qui est l'intérêt fondamental de la nation. Mais d'ores et déjà, je crois qu'il faut aussi le rappeler que le Parlement a des pouvoirs et qu'il n'exerce pas toujours. Vous avez, Monsieur Retailleau, évoqué le carton jaune. Mais vous savez que le Parlement peut parfaitement se saisir de projets de directives européennes et dire si ces directives sont conformes au principe de subsidiarité. Donc le Parlement a des pouvoirs et des droits, il doit pouvoir les utiliser. Et puis il y a une autre chose que j'ai entendue de la part de M. Raffarin, mais d'autres orateurs l'ont dit aussi, sur les bancs de la droite et de la gauche et du centre, c'est qu'on ne peut pas faire de l'Europe le bouc émissaire de toutes les décisions que nous prenons. Il est parfois facile, lorsqu'une décision est impopulaire, de dire c'est l'Europe qui nous l'impose. Je dis à M. Laurent, ce n'est pas l'Europe qui impose de faire telle ou telle réforme, c'est la France, c'est chaque pays qui décide de légiférer sur son droit du travail s'il le souhaite, de réformer ses retraites s'il le souhaite, mais n'allons pas chercher toujours la responsabilité ailleurs. Assumons nos propres responsabilités, ce qui n'empêche pas après le débat démocratique d'avoir lieu dans nos instances, dans notre Parlement, dans la société française. Mais je crois que si on tient ce discours, il y a un danger, c'est de faire porter à l'Europe toutes les responsabilités des problèmes que les Français connaissent, et ça fait monter l'euroscepticisme, et à mon avis, ce n'est pas rendre service à l'Europe. Je voulais simplement vous faire part de ce sentiment. Mais au-delà de ça, je crois que il y a deux sujets, en fait, deux questions qui sont devant nous. Je sais que j'ai peu de temps, Monsieur le Président, donc je vais être très court. Il y a deux sujets qui sont devant nous, essentiels. C'est comment gérons-nous la situation de crise dans laquelle nous nous trouvons après le vote du peuple britannique. Que faisons-nous? Que fait l'Europe? Je crois que plus l'incertitude demeurera, plus la confusion s'installera et plus le peuple britannique, comme les peuples européens, seront pénalisés. Les conséquences financières, nous les voyons déjà. Mais les conséquences économiques, certains parlent déjà d'aubaine, mais attendez, avant de parler d'aubaine,
Quelles seront les conséquences pour la croissance? Pas seulement en Grande-Bretagne, mais aussi en France, en Europe. Et de tous mes échanges, de tous mes contacts que j'ai eus depuis vendredi matin, c'est clair que tout le monde est angoissé à cette idée. Et que la nécessité que les 27 qui vont avoir à discuter et à négocier avec la Grande-Bretagne soient unis et restent unis pour garder l'essentiel, alors je peux vous dire que ça traverse l'esprit de tous et qu'il faut y travailler. Donc à la fois, il est important qu'il y ait des concertations, et en particulier entre la France et l'Allemagne, avec évidemment d'autres pays, ce n'est pas exclusif, mais il faut aussi préserver cette unité à 27 qui pourrait aujourd'hui être fragilisée. Donc laisser durer les choses, comme certains le préconisent, dans la relation avec la Grande-Bretagne après le vote populaire de jeudi, c'est prendre une lourde responsabilité avec des conséquences financières, économiques et politiques, à la fois pour l'Europe en tant que projet et en tant qu'avenir, mais aussi pour la Grande-Bretagne elle-même. Et donc c'est vrai qu'on ne peut pas être indifférent au débat public qui se passe en Grande-Bretagne. Ce n'est pas faire de l'ingérence, c'est constater deux choses. C'est que ce référendum n'a pas été organisé pour une autre raison que pour régler un problème interne à une formation politique, et c'est d'avoir pris une très lourde responsabilité d'avoir mis le Royaume-Uni dans cette difficulté, mais l'Europe aussi. Alors, le vote a eu lieu, donc il ne s'agit pas de le contester. On voit ici ou là des gens qui disent qu'il n'y a qu'à recommencer, mais on va pas. Ça a déjà eu lieu, c'est insultant. C'est insultant pour les peuples, c'est insultant pour la démocratie. Donc, respect du vote populaire britannique, oui, ça doit être la position de l'Union européenne et donc la nôtre. Mais c'est aussi, de la part des Britanniques, le respect de ce que nous sommes et le respect de ce que nous voulons faire ensemble. Donc, plutôt l'article 50, qui ne règle pas tout, mais qui est le seul cadre légal auquel nous devons nous référer, où nous pouvons nous référer, plus tôt il aura été mis en œuvre, mieux ça sera dans l'intérêt de tous. Et il ne s'agit pas de punir. Monsieur Laurent, pourquoi punir? Le peuple a décidé, mais il s'agit d'assumer, de respecter ce qui a été voulu, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne. Et donc cette sortie de l'Union européenne, une fois l'article 50 engagé, alors il faudra l'organiser de façon maîtrisée, responsable, sérieuse, honnête, mais effectivement demain, dans le cadre de cet article du traité, eh bien la Grande-Bretagne devient un pays tiers. Mais entre un pays tiers et l'Union européenne, eh bien il y a des relations à construire, des relations économiques, des relations commerciales, des relations financières, mais avec des règles qui ne sont pas les mêmes que celles de l'appartenance. Et la question de la libre circulation des personnes, c'était justement ce qui était contesté par les partisans du Brexit. Donc il faut bien aller jusqu'au bout de la logique. Et pourquoi il faut aussi aller vite? Et là, je suis surpris de l'attitude de certains dirigeants et qui ont porté la campagne du Brexit. Ils n'ont rien prévu, ils n'ont rien proposé, ils n'ont rien préparé en prenant ce risque d'entraîner le peuple britannique et en disant des choses inexactes. Je pense à ce dirigeant d'un parti nationaliste et populiste dont on a le correspondant en France, M. Farage, qui avoue qu'il a menti le lendemain de l'élection lorsqu'il dit aux électeurs britanniques « Vous savez, si nous sortons de l'Europe, alors nous n'aurons plus à payer la cotisation que nous payons à l'Union européenne. Et avec cet argent, nous pourrons l'investir dans les hôpitaux. » Et là, des électeurs se sont retrouvés comme groggy lorsque M. Farage a dit « Oui, mais enfin, ce n'est pas tout à fait exact. Lorsqu'il y aura un accord, et il faudra qu'il y en ait un entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne, il y aura quand même un financement que nous devrons assurer. Le montant, c'est la négociation, mais en tout cas, ce qui avait été dit était faux et les électeurs ont été trompés. Mais peut-être, mais maintenant le vote est là. Alors il faut aller jusqu'au bout de cette logique et le faire de façon responsable et respectueuse. Et c'est donc l'importance de cette décision qui sera prise demain et après-demain, la cohésion, la solidarité et le respect entre les 27. La deuxième question, vous l'avez tous évoquée fortement, c'est quel avenir pour l'Union européenne? Les arguments ont été dits et je ne les reprends pas, je les ai moi-même rapportés dans l'intervention liminaire. Je crois qu'en effet, dans ce nouveau monde dans lequel nous sommes entrés déjà depuis longtemps et qui se dessine de plus en plus comme un changement profond et qui trouble les peuples, qui les angoisse, qui les inquiète, qui est celui de cette nouvelle donne globalisée, où les modèles de société, les modes de vie peuvent être mis en péril. Qu'allons-nous devenir? Que vont devenir nos emplois? Quel avenir pour la jeunesse, mais aussi nos modèles sociaux, nos modes de vie et de culture?
C'est ça qui est en jeu, qui angoisse les peuples. Et pour autant, de grandes puissances, de grandes forces s'organisent. La Chine, l'Inde et les États-Unis qui demeurent comme la grande puissance mondiale. Mais la Russie qui veut redevenir aussi cette puissance. L'Afrique qui, devant nous, avant d'être une grande puissance, est un défi qui est celui de sa sécurité et de son développement. Qui peut répondre à ça? Qui peut répondre en apportant au peuple européen la conviction qu'ils vont pouvoir avoir un avenir dans ce monde globalisé et incertain, et en même temps qu'on leur assure leur sécurité à l'intérieur des frontières, leur sécurité à l'extérieur des frontières, et en même temps la protection d'un certain mode de vie. Si nous ne voulons pas si nous voulons laisser tomber les peuples européens, alors nous pourrons défendre la cause qui est seulement le retour aux frontières et aux seules nations. Mais si nous voulons les défendre et les entraîner avec vous, avec nous, alors il faudra revenir à l'esprit des pères fondateurs et pas dénigrer ce qui a été fait depuis 60 ans et que nous allons commémorer l'année prochaine, mais dont il faut se servir comme levier pour retrouver la source, pour retrouver le sens, pour retrouver la force. Eh bien, c'est ce que nous avons à faire maintenant, ensemble. Et donc ça se prépare, ça ne s'improvise pas par des slogans. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, ce que je voulais vous dire. En quelque sorte, le travail sur ces deux sujets commence. Mais faisons-le en responsabilité. Et plus nous le ferons en responsabilité et en sincérité, plus nous serons respectés par les citoyens et les citoyennes européens qui aujourd'hui sont inquiets et angoissés. Je rencontrais hier, je l'ai dit, les pays de Visegrad. Et il y avait là parmi eux le ministre des Affaires étrangères de Slovaquie, qui, vendredi prochain, 1er juillet, avec son pays, va présider l'Union européenne pendant 6 mois. Je peux vous dire qu'il avait la gravité dans ses propos, le poids sur ses épaules, car il sent qu'il va se jouer quelque chose d'essentiel. Mais en même temps, même si nous avons des différences et des divergences, je me suis rendu à Varsovie et je m'en suis rendu compte. Il y a quand même quelque chose que nous avons en commun et qu'il faut sans cesse rappeler. C'est qu'après l'appel de Schuman en 1950, dont le portrait est présent dans le salon de l'horloge du Quai d'Orsay et que je croise chaque jour, il y a eu là un acte historique qui a permis d'entraîner l'Allemagne dans ce début de construction européenne pour enfin mettre fin à la guerre. C'était la communauté européenne du charbon et de l'acier. Après, il y a eu d'autres tentatives. Il y a eu la CED qui a échoué. Il y a eu la conférence de Messine, c'est vrai. Il y a eu le traité de Rome. Maurice Faure a été cité par Jacques Mézard tout à l'heure et il avait raison. Mais il y a eu aussi cette étape extraordinaire que les peuples concernés n'oublient pas. C'est que c'est l'Europe qui a permis à ces peuples, l'Espagne de sortir du franquisme, au Portugal de sortir de la dictature de Salazar et aux Grecs de sortir de la dictature des colonels. Et qu'ensuite, après la chute du mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne, c'est tous ces pays qui ont été pendant si longtemps sous le joug de la dictature soviétique, qu'ils soient d'Europe centrale ou qu'ils soient d'Europe de l'Est, ils voient aujourd'hui dans l'Europe, même si parfois, encore une fois, nous pouvons les critiquer sur certaines de leurs positions, ils voient dans l'Europe la liberté, la démocratie, la paix. Alors c'est à nous, avec eux, de construire la suite de l'histoire européenne. C'est notre responsabilité. Nous le devons aux Françaises et aux Français et aux citoyennes et aux citoyens européens. Et d'abord, mesdames et messieurs les sénateurs, à la jeunesse. Merci. Merci. Merci, monsieur le ministre. Voilà pour ce débat au Sénat consacré aux conséquences du Brexit, l'occasion pour les orateurs des différents groupes politiques d'appeler à une réforme en profondeur de l'Union européenne. Vous pouvez voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire cet après-midi à 16h30 et nous reviendrons à nouveau dans Sénat 360 sur les conséquences du Brexit. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.